Je me souviens encore de ce matin de septembre comme si c'était hier. Le ciel était d'un bleu éclatant, presque cruel dans sa perfection. Mes deux fils, Thomas et Antoine, se tenaient dans l'entrée avec leur sac à dos énorme, débordant de rêves et d'espoir. Ils avaient 23 et 25 ans, des hommes maintenant, bien que pour moi ils restaient mes petits garçons. Le Chili. Voilà où ils voulaient aller. Pas pour des vacances, non. Pour y vivre, pour y construire quelque chose. Thomas avait rencontré une femme là-bas lors d'un précédent voyage, une certaine Camilla, aux yeux noirs et au sourire qui, d'après les photos, illuminait toute pièce. Antoine, lui, suivait son frère comme il l'avait toujours fait, attiré par l'aventure et la promesse d'une vie différente. Ce que je ne savais pas ce matin-là, c'est qu'ils ne partaient pas seuls avec leurs rêves. Ils partaient aussi avec un secret. Un secret si lourd qu'ils ont préféré me le laisser plutôt que de l'emporter avec eux. 3 jours après leur départ, j'ai trouvé le couffin sur le perron. J'étais sortie chercher le journal quand je l'ai vu. Une petite chose emmitouflée dans une couverture rose, des yeux immenses qui me fixaient avec une gravité surprenante pour un si petit être. À côté, une lettre de Thomas. Son écriture tremblait sur le papier. Maman, je suis désolée. C'est ma fille. Sa mère ne peut pas s'en occuper, elle a des problèmes. Je ne peux pas l'emmener maintenant, pas tant que nous ne sommes pas installés. S'il te plaît, garde-la. Je reviendrai la chercher. Je te le promets. Son nom est Élise. Mon cœur s'est arrêté. Puis il s'est remis à battre, mais différemment, avec un rythme que je ne connaissais pas. J'ai regardé cette petite Élise, cet enfant que mon fils avait abandonné comme un paquet sur mon seuil, et j'ai senti quelque chose se briser en moi, puis se recoller autrement. J'avais 52 ans. J'avais élevé mes enfants seuls après que leur père nous ait quittés quand ils étaient petits. J'avais travaillé comme infirmière pendant 30 ans, des gardes de nuit interminables, des sacrifices constants. J'avais enfin commencé à respirer, à imaginer des voyages, des cours de peinture, peut-être même une relation amoureuse. Et voilà que la vie me remettait un bébé dans les bras. Les premiers mois ont été un enfer. Élise pleurait sans cesse, comme si elle sentait qu'elle n'était pas à sa place, qu'elle avait été laissée comme un objet dont on ne voulait plus. Je pleurais aussi, la nuit, quand elle dormait enfin. Je pleurais sur mes rêves évanouis, sur la trahison de mes fils, sur cette petite innocente qui ne méritait rien de tout cela. J'ai essayé de les joindre. Thomas répondait occasionnellement, toujours les mêmes excuses. Il s'installait, c'était compliqué, bientôt, très bientôt il viendrait la chercher. Antoine ne répondait jamais. Puis les appels se sont espacés. Un par mois. Puis tous les 3 mois. Puis plus rien. À eu bout d'un an, j'ai compris. Il ne reviendrait pas. Pas pour elle. Peut-être pas du tout. Quelque chose d'étrange s'est produit alors. J'ai cessé de pleurer. J'ai regardé Élise, qui commençait à marcher, à babiller des mots qui ressemblaient à maman, et j'ai décidé. Si le destin m'avait donné cet enfant, je serais sa grand-mère, mais aussi sa mère. Je serais tout ce dont elle aurait besoin. Les années ont passé avec une douceur que je n'aurais jamais imaginée. Élise était un rayon de soleil. Vive, curieuse, adorable. Elle m'appelait mamie, mais elle se blottissait contre moi la nuit comme si j'étais le centre de son univers. Et j'étais devenu le centre du sien. Je lui ai raconté des histoires sur ses parents. Pas la vérité, pas encore. Je lui ai dit que son papa travaillait très loin, au Chili, dans un pays magnifique au bout du monde, et qu'il pensait à elle tous les jours. Elle acceptait ces histoires avec une confiance aveugle qui me brisait le cœur à chaque fois. Nous avons créé notre propre petite vie. Les mercredis au parc, les dimanches chez ma sœur Marguerite qui adorait Élise comme sa propre petite fille. Les anniversaires avec des gâteaux trop sucrés et des rires qui résonnaient dans notre petit appartement. L'école, où Élise excellait, particulièrement en dessin. Elle dessinait constamment des montagnes, et quand je lui demandais pourquoi, elle me répondait que c'était là-bas que vivait son papa. J'ai arrêté de travailler à l'hôpital quand elle avait 5 ans. J'ai pris un poste à mi-temps dans un cabinet médical, pour être plus présente. Mes économies pour la retraite ont fondu, mais je m'en fichais. Élise avait besoin de moi, et moi d'elle. Les années d'école primaire ont filé. Élise grandissait, devenait une belle jeune fille aux cheveux bouclés comme son père, avec le même sourire charmeur qui lui permettait d'obtenir ce qu'elle voulait. Elle avait des amis, excellait en classe, jouait du violon.
Une vie normale, heureuse même. Mais les questions commençaient. Pourquoi papa ne venait jamais? Pourquoi il n'appelait pas? J'inventais des excuses de plus en plus difficiles à croire. Le travail, la distance, les communications difficiles. Elle m'écoutait, mais je voyais dans ses yeux qu'elle ne me croyait plus vraiment. Quand elle a eu 13 ans, elle m'a demandé la vérité. Nous étions dans la cuisine, je préparais des crêpes pour le goûter. Elle a posé sa question avec une simplicité déchirante. Mamie, pourquoi mon père m'a abandonnée? J'aurais pu mentir encore. Mais elle méritait la vérité. Je lui ai tout raconté. Le coup fin sur le perron. La lettre. Les promesses non tenues. Le silence. J'ai pleuré en parlant, et elle aussi. Nous nous sommes tenus dans les bras l'une de l'autre, deux femmes blessées par les mêmes hommes. Mais quelque chose de beau est né de cette douleur. Élise m'a regardée avec des yeux nouveaux ce jour-là. Elle m'a dit qu'elle comprenait maintenant pourquoi je l'aimais autant. Parce que je n'étais pas obligée. Parce que j'avais choisi de l'aimer. Et que cet amour-là valait tous les autres. Les années de lycée sont arrivées. Élise est devenue une jeune femme magnifique, brillante, qui voulait étudier la médecine comme moi. Elle disait qu'elle voulait aider les gens, guérir les blessures. Je savais qu'elle parlait aussi de blessures invisibles, celles que nous portions toutes les deux. Elle n'a plus jamais mentionné son père. Thomas était devenu un fantôme, une absence si ancienne qu'elle faisait partie de notre histoire sans vraiment nous affecter. Ou du moins, c'est ce que nous pensions. Élise avait 19 ans, elle venait d'entrer en première année de médecine, quand on a sonné à la porte un samedi matin. J'ai ouvert sans méfiance, pensant que c'était peut-être un colis ou un voisin. Thomas et Antoine se tenaient sur le seuil. 20 ans. 20 années entières depuis leur départ. Ils avaient vieilli, bien sûr. Thomas avait des cheveux gris aux tempes, des rides autour des yeux. Antoine était devenu corpulent, son visage portait les marques d'une vie que je ne connaissais pas. Mais c'étaient eux. Mes fils. Ces hommes qui m'avaient trahi de la pire des façons. Bonjour maman, a dit Thomas, comme s'il revenait d'une simple course. J'y suis resté figé. 20 ans de colère, de peine, d'amour bafoué sont remontés en un instant. J'ai voulu leur claquer la porte au nez. J'ai voulu hurler. J'ai voulu les frapper. A eu lieu de cela, j'ai murmuré, « Qui êtes-vous » Thomas a eu l'air blessé. « Maman, c'est nous. Nous sommes revenus. » Nous voulions voir Élise. À ce moment-là, Élise est apparue derrière moi. Elle revenait de son jogging matinal, les joues roses, ses écouteurs autour du cou. Elle nous a regardés, nous trois, figés dans ce tableau étrange. Qui est-ce? Mamie, mes fils ont regardé cette jeune femme, leur nièce, leur fille, qu'ils ne reconnaissaient pas. Comment l'auraient-ils pu? Ils avaient laissé un bébé. Ils retrouvaient une adulte. Thomas a fait un pas en avant. Élise. C'est moi. Ton père. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai vu le visage d'Élise passer par une dizaine d'émotions différentes. La confusion. La reconnaissance. La colère. Le chagrin. Mon père, a-t-elle répété lentement, mon père est au Chili. Il travaille là-bas. Il a toujours travaillé là. Et sa voix était celle d'une petite fille, celle qu'elle utilisait quand elle avait peur. J'ai voulu la protéger, l'emmener loin, mais elle méritait cette confrontation. Nous sommes revenus, a dit Thomas. Nous voulions te ramener avec nous. Tu es ma fille. Tu devrais vivre avec moi. Ces mots. Ces mots après 20 ans de silence. J'ai vu rouge. Je me suis placé devant Élise comme un bouclier. Vous osez, ai-je sifflé. Vous osez revenir après 20 ans et réclamer un droit que vous avez abandonné sur mon perron avec une lettre pathétique. Thomas a eu l'air choqué. Nous avions besoin de temps pour nous installer. C'était temporaire. Temporaire? 20 ans, c'est temporaire pour toi. Sais-tu combien de fois ta fille a pleuré en demandant pourquoi son père ne l'aimait pas? Combien de spectacles d'école tu as manqué? Combien de fêtes d'anniversaire, de maladies, de cauchemars? Antoine est intervenu pour la première fois. Nous sommes désolés. Nous avons fait une erreur. Mais nous sommes là maintenant. Une erreur, ai-je répété amèrement. On oublie son parapluie, c'est une erreur. On abandonne son enfant, c'est un crime. Élise a touché mon bras. Sa main tremblait. Mamie, ça va. Elle m'a regardé avec ses grands yeux,
les mêmes que lorsqu'elle était petite. Laisse-moi leur parler. Nous nous sommes installés dans le salon, cette pièce où Élise avait fait ses premiers pas, appris à lire, grandi. Thomas et Antoine semblaient mal à l'aise, comme des intrus dans un lieu qui ne leur appartenait plus. Pourquoi maintenant ? A demandé Élise. Pourquoi après tout ce temps ? Thomas a hésité. Nous avons construit une belle vie au Chili. J'ai une entreprise qui marche bien. Une grande maison. J'ai toujours pensé à toi, Élise. J'attendais d'avoir quelque chose de stable à t'offrir. Quelque chose de stable, a répété Élise. Tu sais ce qui aurait été stable ? Un père présent. Des appels. Des lettres. N'importe quoi qui m'aurait dit que j'existais pour TOI. Je suis désolé, a murmuré Thomas. Les larmes coulaient sur ses joues maintenant. J'ai eu peur. J'étais jeune, irresponsable. Je pensais que maman saurait mieux s'occuper de toi. Alors tu m'as utilisé, ai-je dit. Tu as utilisé ta mère comme une gardienne gratuite pour que tu puisses vivre ta vie sans entrave. Ce n'est pas comme ça, a protesté Antoine. Nous envoyons de l'argent. De l'argent ? J'ai vérifié mes relevés bancaires. En 20 ans, vous avez envoyé peut-être 10 000 € au total. Sais-tu combien coûte l'éducation d'un enfant ? La nourriture, les vêtements, l'école, les activités, les soins médicaux ? Sans parler de l'amour, de la présence, du sacrifice, Élise s'est levée. Je voudrais que vous partiez maintenant. Thomas a pâli. Mais nous venons d'arriver. Nous pourrions apprendre à nous connaître. Non, a dit Élise fermement. Vous ne pouvez pas disparaître pendant 20 ans et espérer revenir comme si de rien n'était. J'ai une mère. Elle est là, devant vous. Elle m'a bercée quand j'étais malade. Elle m'a consolée quand on se moquait de moi à l'école. Elle a travaillé des heures supplémentaires pour m'offrir des cours de violon. Vous êtes des étrangers. Je suis ton père, a insisté Thomas, la voix brisée. Non, a dit Élise. Tu es l'homme qui m'a donné la vie. C'est différent. Un père, c'est quelqu'un qui est là. Pas quelqu'un qui envoie une carte postale tous les 2 ans. Ils sont restés encore 1 heure. 1 heure de conversation tendue, de larmes, de reproches et de justifications. Thomas a parlé de sa vie au Chili, de son entreprise de tourisme, de sa femme Camilla qui voulait rencontrer Élise. Antoine a expliqué qu'il avait lui aussi une famille maintenant, 2 enfants qui ne savaient même pas qu'ils avaient une demi-sœur. Avant de partir, Thomas a laissé une enveloppe sur la table. De l'argent, probablement. Une autre tentative pathétique d'acheter le pardon. Élise ne l'a pas touché. Quand la porte s'est refermée sur eux, nous nous sommes effondrés toutes les deux. Élise a pleuré dans mes bras comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Elle pleurait sur le père qu'elle n'avait jamais eu, sur les 20 ans perdus, sur la trahison. Mais elle pleurait aussi de soulagement. Parce qu'elle avait enfin pu leur dire la vérité. Parce qu'elle avait choisi, consciemment, de rester avec moi. Je suis désolée mamie, a-t-elle dit. Tu aurais pu avoir une vie différente si je n'avais pas été là. J'ai caressé ses cheveux, comme je l'avais fait des milliers de fois. Ma chérie, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu n'as pas gâché ma vie. Tu l'as sauvée. C'était vrai. Avant Élise, j'étais une femme fatiguée, désabusée, qui attendait la retraite pour enfin vivre. Élise m'avait donné un but, une raison de me lever chaque matin avec le sourire. Elle m'avait appris que l'amour n'est pas une question de sang, mais de choix. De présence. De sacrifices consentis avec joie. Les semaines ont passé. Thomas et Antoine sont restés en ville, logeant dans un hôtel. Ils ont essayé de voir Élise plusieurs fois. Elle a accepté quelques rencontres, par curiosité plus que par envie. Elle voulait comprendre qui étaient ces hommes, quel genre de personnes abandonnent leur enfant. Lors d'un de ces rendez-vous, Thomas lui a proposé de venir vivre au Chili. Il lui offrait de payer ses études, de lui donner une chambre dans sa grande maison, de la présenter à sa demi-sœur qu'elle ne connaissait pas. Élise l'a écouté poliment, puis a refusé. Ma vie est ici, a-t-elle dit. Mes études, mes amis, ma mère. Je ne peux pas tout quitter pour des gens que je ne connais pas. Mais nous sommes ta famille, a insisté Thomas. Non, a répondu Élise doucement. Mamie est ma famille. Toi, tu es un étranger qui partage mon ADN. Ce n'est pas la même chose. J'ai appris plus tard qu'après ce refus, Antoine lui avait reproché son ingratitude. Comment pouvait-elle rejeter une telle opportunité ? Une vie au Chili, dans une belle maison, sans souci d'argent,
Élise lui avait répondu quelque chose de magnifique. Elle lui avait dit que certaines choses ne s'achètent pas. Que l'amour véritable ne se mesure pas en mètres carrés ou en billets de banque, mais en heures passées ensemble, en larmes partagées, en sacrifices silencieux. Ils sont repartis au Chili un mois après leur arrivée. Thomas a promis de revenir, de garder le contact. Je pense qu'il le pensait sincèrement cette fois. Mais j'ai aussi appris à ne plus compter sur les promesses de mes fils. Ce qui compte, c'est ce qui est resté. Élise et moi, notre petite vie dans notre petit appartement. Les dimanches chez Marguerite. Les études de médecine qui continuent. Les projets d'avenir. Parfois, je pense à ce bébé dans le couffin, abandonné sur mon perron il y a 20 ans. Je pense à la rage que j'ai ressentie, à l'injustice, au sacrifice forcé. Puis je regarde Élise, devenue cette jeune femme extraordinaire, et je comprends que le destin fonctionne de façon mystérieuse. Mes fils m'ont pris mes dernières années de liberté. Mais ils m'ont aussi donné le plus beau cadeau de ma vie. Ils m'ont donné Élise, cet enfant que j'ai élevé avec un amour si féroce qu'il a guéri mes propres blessures. Elle m'appelle encore mamie, mais parfois, quand nous sommes seuls et qu'elle se sent vulnérable, elle m'appelle maman. Et chaque fois, mon cœur se remplit d'une joie si intense que j'ai du mal à respirer. L'histoire aurait pu être différente. J'aurais pu refuser le bébé, appeler les services sociaux, forcer mes fils à assumer leurs responsabilités. Mais je ne l'ai pas fait. Pas parce que c'était facile, mais parce que quand j'ai regardé dans les yeux d'Élise ce premier matin, j'ai vu quelque chose qui m'a appelé. Une seconde chance. Pour elle, abandonnée. Pour moi, abandonnée par mes propres enfants. Deux personnes qui n'avaient pas demandé à être ensemble, mais qui ont construit quelque chose de plus fort que le sang, plus profond que les liens familiaux traditionnels. Nous avons construit une famille choisie. Et c'est peut-être la plus belle sorte de famille qui existe.